beaucoup. D'abord, bienvenue à vous et prions que le Très-Haut et nos ancêtres qui vous ont conduit jusqu'ici puissent également vous ramener dans vos domiciles en bonne et due forme avec toute la protection ancestrale. Sa Majesté Mfumu Fimantino, le roi Congo, grand chef coutumier Congo, grand notable né Congo, grand chef coutumier, comme je disais, dans le groupement d'Intampa, l'ex-chefferie, une des entités de ce royaume Congo dont nous avions été décentralisés, si pas confinés. Je suis le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC. Je suis le président de l'Union africaine des autorités traditionnelles, l'IATA, qui est une initiative de Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, qui a finalement rejoint l'Union africaine, avec siège à Marrakech et avec beaucoup plus d'activités à Addis Abeba, en collaboration avec LSCGBA, qui est la collectivité qui approche beaucoup plus le développement local. Je suis également le président de l'Association internationale des chefs coutumiers ambassadeurs de la paix. Le président du Forum des autorités traditionnelles qui a été inclus dans l'Union africaine des autorités traditionnelles et qui a comme vocation la politique foncière, objectif 2030-2063. Comment l'Afrique peut-il mettre à la disposition du monde ces terres arables pour la survie de l'humanité qui aujourd'hui est un monde, village, monde planétaire, ou village planétaire si on peut l'appeler comme ça. Je suis le vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique, dite Kotla Konata, qui est une initiative de l'ONU Femmes Afrique, principalement l'Est et Saro, avec la collaboration de l'ONU Femmes internationale des Nations Unies. Et là, j'ai en charge, comme vice-président, en charge l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Oui, je suis le roi qu'on recherche, né à Kinshasa, en 1966, de la dame dite Ntombo Dimbwaki, Ladi, qui est du clan Ngwanina Congo, qui règne sur les Nzinga, les Lhasa, les Matama Congo. Je suis descendant, fils de Makoun Sadifi Matoma, donc je suis fils Kiangala, comme on dirait dans notre Congo, Mwana Kiangala. Fumungwani na Congo, Mwana Kiangala, Ntekola Nzinga. J'ai fait un parcours dans nos trois entités que nous gérons actuellement, entité directe, qui est Ntampa, Kimwenza et Nsabukangu Diabaka. Et donc j'ai eu à étudier à Kimwenza. Je fais les secondaires à l'époque, cycle d'orientation et les secondaires à Kimwenza, et l'école primaire Ntemo, secondaire d'Ingambote, pour aller au lycée Kimwenza, et du lycée pour terminer à l'Athénée de la Gombe en biochimie et rejoindre l'Europe, où j'ai eu à traverser d'abord en termes de la médecine, qui me semblait trop long, pour répercuter sur le vétérinaire à Djemblou, qui était encore trop long, et puis finalement atterrir dans la communication, dans le marketing et communication, avec une forte expérimentation comme ingénieur, programmeur, analyste,
en informatique au niveau de Bruxelles. Et j'ai eu à rejoindre Kinshasa après avoir eu des grandes activités à Bruxelles. J'ai eu à rejoindre Kinshasa, souvent à l'appel des ancêtres. J'ai hérité du grand-père, Mouele Ndiankwa, qui est décédé en 2002 à l'âge de 103 ans, et qui a eu à me rappeler mes devoirs, qui était la toute première, c'est réunifier les trois terres, qui sont Tampa, Kimwenze et Sambukango Diabaka, ramener cette famille royale ensemble, de ramener à la conscientisation que la royauté ne peut pas disparaître et que nous avons une mission. Il faut réhabiliter la royauté. Il faut réhabiliter l'identité. Et donc, mort en 2002, j'ai passé plus ou moins 30 ans à côté de lui, en train d'apprendre notre destin, notre devoir. C'est de là qu'après avoir réuni les trois terres, je me retrouve dans le combat de la réhabilitation du Congo ancestral, du royaume Congo, où j'ai eu à naviguer jusqu'à Banza Congo. J'ai eu aujourd'hui à me retrouver à un certain moment dans l'affaire de lance de l'autorité coutumière, et donc je suis passé comme d'abord secrétaire général, d'abord comme membre du conseil de sages de l'ANATC, qui était l'assise des autorités traditionnelles, depuis pratiquement 96. Et de là, je passerai le secrétaire général, et de là, avec le devoir de réunifier toutes les associations ensemble pour aller dans un front commun que nous mettrons en place, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle que je préside aujourd'hui. Et donc, je suis également au niveau Afrique, le parcours de plusieurs pays et dans le monde, à l'image notamment, par exemple, au niveau des États-Unis, ou à l'Université de Colorado, j'ai 3 heures par an pour débattre de l'échange interculturel au niveau de l'université des classes terminales, sur l'histoire, sur la culture, et aux grandes dames de la joie du peuple américain. J'ai sillonné l'Europe, j'ai sillonné l'ensemble de l'Afrique, surtout dans l'aspect coutumier. Aujourd'hui, nous retrouvons non seulement une grande reconnaissance, surtout dans les thèmes du royaume Congo, par exemple le peuple des Douala, qui sont des descendants Congo, et également le développement de la métaphysique des Congo, c'est-à-dire réhabiliter le royaume et retrouver le chemin. Retrouver le chemin, parce que réhabiliter l'histoire, c'est un autre problème. Vous avez aujourd'hui, par exemple, au niveau de Rome, on vous parle d'un premier ambassadeur qui avait été envoyé, qui est arrivé fatigué, qui est mort finalement au niveau du Vatican. Nous sommes encore dans les années 1600. Si les gens peuvent remonter, se poseront des questions. Est-ce que nos petites cases qu'on présente aujourd'hui, est-ce que les peuples africains aussi démunis qu'on présente aujourd'hui étaient vraiment ces peuples-là à qui on pouvait autoriser d'envoyer un ambassadeur? Et quand vous remontez les écrits, et que dans les écrits, on vous fait voir clairement, alors clairement, que même Diego Cao, qui s'est retrouvé à l'embouchure du fleuve Congo en 1482, vous raconte qu'ils ont retrouvé un grand royaume organisé, structuré, avec des bâtiments, avec tout un système administratif, défense, finance. C'est à l'image de l'Égypte. Il y a à peine moins de 3 millénaires, les Juifs s'est retrouvés en Égypte, en suivant l'histoire. Ils se retrouvent en Égypte, dans un grand royaume qui a été construit, bâti, rien qu'à suivre l'histoire. Et aujourd'hui, quand vous faites l'Égypte, on nous présente des pyramides qui sont restées des étiquettes. C'est de se demander, mais les grands empires d'Égypte, qui a été tant vanté, est-ce que c'est ces pyramides qu'on nous présente? Non. C'est dans les fossiles qu'on commence à découvrir. Quand vous allez en Éthiopie, que vous allez dans le village, le nom m'échappe encore, vous allez retrouver
qu'on vient de retrouver il y a moins de 10 ans ici, avec tous nos chercheurs géologues, on découvre les grands bâtiments, le palais royal de la reine de Saba, qui avait plus d'une dizaine d'étages, mais enfouis sous sol. Sous-sol. Donc on est en train de creuser, on ressort les bâtiments. La question est, où est passée notre histoire? Qui sommes-nous? Mais cela n'est pas difficile à remonter. En remontant, vous allez retrouver que l'Afrique dans son hospitalité, le royaume Congo dans son hospitalité, a eu à recevoir tous les étrangers qui se présentaient. C'est vrai qu'on aime parler de Diego Cao avec l'histoire de l'Occident, mais on parle moins des Indiens qui sont passés par le Madagascar, par l'Afrique du Sud, qui ont pénétré, qui ont fait tous les tours. Si le tour aujourd'hui du monde doit passer par la mer Méditerranée pour aller rejoindre les détroits, mais les grands tours, c'était plutôt par le bas, par le sud, par l'Afrique australe, pour remonter et retrouver l'océan Indien. Et l'Atlantique qui retrouvait l'Indien, le même Atlantique qui retrouvait le Pacifique. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Ces grands triangles de commerce qui a disparu dans l'histoire. On échangeait quoi pour qu'il y ait ces grands bateaux qui faisaient les tours? Alors, où est passé ce royaume Congo? Où est passé cet Africain Congo? Le royaume ayant été pratiquement l'Afrique, qui va se retrouver balkanisé en 1885. La question est, si en 1485, en 1482, qu'on reçoit Diego Cao dans les terres du royaume Congo, et finalement il y a eu des expéditions, des échanges, jusqu'aux échanges des ambassadeurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces étrangers reçus, qui commencent à s'installer, qui font ces grands commerces d'échange avec l'Afrique, avec le royaume Congo, puissent finalement nous attaquer, nous dégrader, nous balkaniser, nous occuper, jusqu'à descendre le roi, qui, heureusement, va s'extirper du royaume pour aller vers ce qu'on appelle Congo Diakati, qui est le Congo RDC, avec toutes les familles, pour chasser mais jamais retrouver, et laisser le Portugal, l'Espagne, tout le monde, l'Italie, Allemand, commencer à occuper le terrain. C'est vrai que quand nous recherchons les documents sur l'historique des occupations de ces expéditions, on ne vous les montre pas. Parce qu'en même temps, ils ont installé ce qu'ils ont appelé la politique du Code noir. Le Code noir, c'était permettre aux Africains de perdre leurs repères, casser l'histoire de l'Africain, lui faire perdre ses références, diviser les familles, diviser les entités, casser les royaumes, casser les empires, qui font qu'aujourd'hui, vous allez retrouver le Peul qui se retrouve du Sénégal jusque dans le coin du Kenya, en passant par partout, le Centrafrique, le Mali, pratiquement dans le coin de la Tanzanie aussi, je crois. Vous dites, mais ces peuples qui étaient unis s'est retrouvés disloqués. Et donc, il fallait une politique mise en place, réduire, par exemple, le royaume Congo. Aujourd'hui, nous ne parlons que d'une étiquette. Quand on veut parler du royaume Congo, on dit, bon, on voit l'Angola, on voit la RDC, on voit le Congo-Brazzaville, et on voit à la limite encore les Gabon. Alors que les quatre là ne représentent rien. L'Afrique du Sud et du royaume Congo. Les Tchad et consorts, ce sont... Le royaume Congo avait 12 provinces. Le Congo-Brazzaville était une des provinces, qui est devenue aujourd'hui le royaume de Luango. Et on retrouve le roi Makosso qui est là, qui était une des provinces, comme j'appellerais, une des principautés du royaume. Et donc, nous avions tout perdu. Mais une chose est vraie, on a peut-être perdu la bataille, mais on n'avait pas perdu la guerre. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous continuons à nous réveiller en tant que Congo, nous continuons à nous réveiller en tant que Royaume Congo,
Et donc, nous sommes dans ces combats de la réhabilitation. C'est pourquoi je salue, par exemple, le passage de Simon Kimbangu qui nous rappelle, l'histoire de Kimpavita. Kimpavita, cette jeune qui a été brûlée en 1700. Et parce qu'effectivement, il était en train de revendiquer que non, vous avez bousculé nos rois, vous avez bousculé nos entités, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme il a voulu faire une rébellion, une révolte, pour ramener les choses, ben, il a été pris en son entièreté, brûlé. Et il va également annoncer l'histoire de Kimbangu, que celui-là reviendra encore pour l'histoire. Et Kimbangu revient, pas parce qu'il voulait faire de la politique, mais parce qu'il voulait réveiller l'esprit africain. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a amené à certaines indépendances, dont la RDC. Et vous retrouvez dans la RDC l'histoire de Lumumba qui vous dit qu'il faut réécrire l'histoire. Qui se dit lumumbiste doit aller dans la vision qui dit réécrivez l'histoire. Quand on vous demande de réécrire votre histoire, ça veut dire vous n'êtes pas l'histoire que vous êtes. Réécrire l'histoire, c'est rentrer dans l'introspection, réécrire qui vous êtes et donner la vie de ce que vous êtes. C'est un chemin qui n'est pas encore abordé par la majorité des pays africains. On en trouve qui se réveillent tout doucement. Certains cinéastes essayent de relancer les images. Mais le soubassement de tout ce qui peut faire le réveil de mémoire sont encore enfouis parmi les 14 signataires de la conférence de Berlin qui se sont retournés en colonisateurs et qui finalement aujourd'hui ne donnent pas notre histoire. Mais comme on dit, l'Africain ne meurt pas. Les Congos ne meurent pas. Les Congos est toujours debout, il est toujours vivant. Et les Congos ne mourront pas. Et donc, comme nous sommes dans la réincarnation, ce sont nos esprits qui parlent et nos esprits permettent de réécrire l'histoire. Et donc, nous allons réécrire l'histoire du Royaume Congo, pas nécessairement par tous ces livres qui vont nous renvoyer quand ils verront qu'on commence à découvrir l'histoire, mais par ce que nos aïeux, au travers de nos archanges, vont également donner pour réécrire exactement les familles africaines. Parce que quand on veut parler des familles africaines, aujourd'hui l'Afrique se retrouve dans des guerres, mais inutiles. Parce que ce sont les mêmes peuples, les mêmes familles qui se battent, mais disloquées. Et donc c'est comme un père qu'on amène au Tchad, on laisse l'enfant en Afrique du Sud, et il se retrouve tout soudain en Tanzanie en train de se battre, alors que c'est le père et son fils. Et donc c'est ce travail qui doit être fait, et je salue tous les Congo, parce que le Congo c'est le socle de l'Afrique. Le Royaume Congo c'est le socle de l'identité africaine. Le Royaume Congo, c'est le socle de la spiritualité, le cœur même du monde. Et donc, nous voudrions lutter pour ça. Et le devoir que nous nous sommes fait au niveau déjà de l'autorité coutumière de la République, c'est faire rehausser cet ancestral. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en train d'investir en 2011, par exemple, le président Kabila, en 2024, le président Tshisekedi, pour leur permettre de rester dans l'ancestral. Et déjà avec le président Tshisekedi, le fait de le réveiller en son nom de Mukwantombolo, c'est déjà des noms africains, des noms des clans africains qui doivent revenir pour que chacun puisse commencer à se dire, parce que si, par exemple, lui se dit Mukwantombolo, qu'il se retrouve face à un président qu'il est en train de bousculer et qu'il apprend que non, c'est un autre Mukwantombolo, il va dire, ah mais non, on est la même famille. Et donc, au travers des clans, les royaumes vont se reconstituer. C'est ça qu'on a effacé. On nous a évité de parler des clans, alors que c'est le socle. Et donc, cela revient tout doucement. Nous avons réveillé beaucoup d'États africains. Nous sommes en Angola au niveau de Banza Congo. Nous sommes en Angola au niveau de Luige, en train de réveiller tout le roi. Nous sommes là-bas avec Moïne Mochisenk, que nous remontons. Je suis dans l'ensemble des pays d'Afrique. Et nous avions encore salué le président de la Zambie qui, il y a 3 ans, nous a laissé organiser une grande rencontre avec tous les chefs traditionnels. Au niveau d'Addis, nous avons l'appui de l'Union africaine, même de l'Éthiopie elle-même qui nous accompagne. Et donc, nous considérons que le combat est rude, il est là. Donc, nous avancerons c'est ça. Sans inquiétude. C'est ça, Sa Majesté Fumodi Fimantino, le roi Congo. Ah, vraiment, merci pour votre parcours. Et maintenant, parlant de tout ça, vous avez quelle vision pour le développement de votre royaume? Vous ne pouvez rien développer si vous ne réhabilitez pas d'abord l'individu, l'humain. Et réhabiliter l'humain, c'est comme aujourd'hui nous nous plaignons.
Je vous prends un cas, la RDC où je suis. Oui. Le président Kasavubu, qui est le premier président qui est passé, vous dit qu'il faut une logique, une honnêteté financière dans la gestion. On considère qu'il était le descendant direct de Simon Kimbangu. Et donc, il avait ses fonds spirituels de Kimbangu, bien que élevé dans le rang ou dans les dimensions catholiques. Il part, Lumumba qui a aussi été pris, qui vous demande de réécrire l'histoire. Est-ce qu'on a déjà réécrit l'histoire? Pas encore. Encore. Vous avez le président Mobutu qui vous arrive et qui dit retour à l'authenticité. Pourquoi il a fait? Le président Mobutu a fait le tour du monde. Il est passé par la Chine, il est passé par les Arabes, je crois que c'était par l'Arabie Saoudite, il a fait l'Europe, il a fait les États-Unis, il a fait l'Inde. Et à son retour, il va lancer les retroussons les manches, la Bas-Coste. Et les gens vont se demander, mais pourquoi la Bas-Coste? Il dit, mais c'est simple. J'ai fait le tour du monde, je découvre que quand on me parle de l'homme blanc, l'Africain, même quand il voit un albinos, il dit, c'est les Blancs. Il voit un Chinois, il dit, c'est les Blancs. Un Indien, c'est les Blancs. Un Arabe, c'est les Blancs. Un Français, c'est les Blancs. Et donc, on a mis dans la tête de l'Africain qu'il n'y a qu'une race qui nous oppose, noir et blanc. C'est déjà ça les complexes de l'occupation. Et donc, les maréchals, en faisant le tour, découvrent que non, le Chinois n'est pas blanc. Ils découvrent que le Juif n'est pas blanc. Il est d'ailleurs dans l'Asie. Et il s'est dit également, mais dès que j'arrive en Israël, je me rends compte que tout ce que j'ai appris de l'écriture, de l'alphabet, au niveau de l'école, n'existe plus. Je me retrouve dans l'écriture juive. Tout ce qu'ils mangent est juif. Tout ce qu'ils écrivent est juif. Il quitte là, avec des noms juifs bien sûr. Il quitte là, il va vers l'Europe, il se rend compte que là, il retrouve ces 26 lettres de l'alphabet. Mais il cherche dans l'Europe où est-ce qu'il pouvait trouver un Josaphat? Il n'y a pas. Il trouve effectivement des José, des Jean, des John, même pas John, parce qu'il faut aller vers l'Angleterre pour retrouver John. Il dit, mais si les gens ici et John là-bas, mais je reviens de la Chine, je cherchais les gens, il n'y avait pas. C'était des Qing, c'était des Chang, c'était tout. Et donc, il y a cette multiculturel qu'il a découvert. Et il a fini par conclure que j'ai aussi ma culture. Je m'appelle Mobutu, Joseph Désiré Mobutu. Mais en arrivant en Europe, je n'ai pas vu Mobutu. J'ai vu Joseph Désiré. En arrivant chez les Juifs, Joseph Désiré n'existait plus. Je descends en Chine, ni Joseph Désiré, ni Mobutu n'existent pas. Et donc, quand je fais l'Arabie Saoudite, je vois plutôt des Mustafa, des Abdallah. Je cherche les Ching Chang, il n'y a pas. Qu'est-ce que je retrouve en Chine? Une écriture chinoise. Qu'est-ce que je retrouve chez les Arabes? Une écriture arabe. Qu'est-ce que je retrouve chez les Juifs? Une écriture juive. Mais l'historique dit que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, avait une écriture, avait la science. Où est passée cette science? Les écrits vous disent que les Arabes et tout le monde ont fait le tour du monde pour atterrir en Afrique, où ils ont appris la mathématique, ils ont appris la chimie, ils ont appris la science, les bâtiments, la construction. Et la question revient, c'est passé où? C'est là que Mobutu, de son retour, va carrément décréter les retours à l'authenticité. Et les retours à l'authenticité, c'était demander à tout Congolais, Zaïrois à l'époque, de se délester du prénom, de garder son nom et de trouver un poste-nom. Et donc on a traversé toute une période jusqu'aux années 1990, où malheureusement il a été fragilisé, où Mobutu lui-même va quitter Mobutu Joseph pour devenir Mobutu Sese Koko Kungwendo Azabak. Où tout Congolais a retrouvé un nom identitaire à lui. En 90 arrive le vent de turbulence, Mobutu est pratiquement destitué, et les prénoms reviennent.
Aujourd'hui, nous faisons face à un commerce triangulaire du monde où pendant qu'on croyait que tous les marchés pouvaient se décider avec l'Europe, avec l'Amérique, on se rend compte, non, la Chine est là. On se rend compte, non, les Russes sont là. Ah, mais les Coréens sont là. Mais les Indiens sont là. Mais toutes ces races ont leur identité, ont leur culture, ont leur science qui leur permettent de développer le quotient humain. Je parle bien du quotient humain. Développer le quotient humain qui est la base de l'inspiration et de la création. À défaut, vous pouvez réveiller tout le monde, vous parlez à gauche, ça sort à droite, et dans la mémoire, rien du tout. Le corps de l'homme est maintenu par l'esprit, le corps de l'homme est maintenu par son cerveau, le cerveau est commandé par l'âme, l'âme c'est la souche même, comme on dirait la boîte noire de l'homme, qui permet de diffuser ce que vous êtes. Or, cette boîte noire est prise en étau, et donc, l'Africain ne se retrouve pas. Quelle politique dois-je mener? Je suis en train de réveiller d'abord. Je suis en train de me battre comme pour dire, je ne veux pas me battre pour aller réveiller des gens qui dorment, qui sont saoulés. Je me bats pour remonter l'usine de la création, de fabrication des boissons qui saoulent. Une fois que j'arriverai là, qu'on sait leur faire voir que non, comme dirait le président américain, Trump vous dit, the America is back. À un moment, le monde a été en turbulence, les États-Unis ont été au secours de l'Europe, ils ont créé l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qu'ils pilotaient, ils ont mis en place le plan Marshall pour réveiller l'Europe, pour soutenir son économie, pour les ramener sur scène. L'Europe qui revient sur scène commence à tout faire pour neutraliser son parrain qui était les États-Unis, et les États-Unis par Trump disent, ah non, 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 c'est moi ou rien. Vous l'avez vécu avec Zelensky, comment il a bousculé. C'est pour dire qu'il fait voir à tout le monde, non, c'est nous qui vous avions créé, c'est nous qui vous avions protégé, vous nous aviez réduit, non, il a attendu qu'il y ait les moments pour dire, maintenant il est temps que chacun se réaligne comme il était. Et donc le retour de l'Amérique. Même quand les Juifs ont bousculé au niveau de l'Iran, quand ils ont vu la flamme iranienne envahir Israël, ils ont dit, ah, il ne reste plus que les Américains. Et Trump a fait couler les doutes. Réagira pas. Et une nuit, il frappe le matin et dit, c'est le feu, tout le monde a arrêté. Et donc, les États-Unis veulent faire voir qu'ils sont revenus sur scène. Et je dis, le monde, malheureusement, n'est pas américain. L'Amérique, oui, nous accompagnons, c'est notre composante dans le monde.